Bonjour. Avec un retard assez conséquent pour cause d'emploi du temps chargé, on va dire, je reviens au compte-rendu du scénario pour l'appel de Cthulhu intitulé Au-delà des limites, issu du supplément Les secrets de San Francisco, que je maîtrise en ce moment. Donc, sixième séance. Vous trouverez sur le blog aussi bien que sur la chaîne YouTube un article consacré aux éléments préparatoires, contexte et PJ, que j'ai un peu gonflé d'ailleurs en y rajoutant les caractéristiques de base des PJ pour qu'ils puissent servir de pré-tiré. Et les 5 précédentes séances sont bien sûr également disponibles. Pour cette partie précisément, le joueur incarnant Bobby Traven, le détective privé, était absent. Était donc présent Eunice Bessler, l'actrice, Gordon Gore, le dilettante, Trevor Pierce, le journaliste d'investigation, Veronica Sutton, la psychiatre, et Zheng Zhu, le domestique. Jeudi 5 septembre 1929, 19h, appartement 302, 250 Jerry Street, Tenderloin, San Francisco. Gordon Gore, Eunice Bessler et Zheng Zhu se trouvent dans le Tenderloin, où ils ont remonté la piste de Robert Larks et Jason Middleton, soit très probablement Jonathan Colbert et Andy Mackenzie. Ils ont maintenant une troisième adresse où se rendre, au 250 Jerry Street, toujours dans le quartier, et espèrent cette fois qu'ils occupent toujours les lieux. Gordon appelle Veronica Sutton pour lui donner l'adresse et lui dire d'intervenir si trop de temps s'écoule sans qu'elle ait de ses nouvelles. Puis les trois associés se rendent sur place à pied, tandis qu'autour d'eux le quartier commence à s'animer avec l'ouverture des restaurants français pour la soirée. L'immeuble de Jerry Street offre le même spectacle aux investigateurs que les deux précédents. C'est assez miteux en façade, probablement bien plus encore à l'intérieur. Gordon Orr remarque que nombre de fenêtres ont les volets fermés, qui ne doivent pas être ouverts très souvent. C'est un quartier où l'on vit la nuit. Le dilettante s'avance vers l'entrée, mais Zheng le retient. Se rendre tout de suite tous les trois au troisième étage pourrait faire paniquer leur cible. Mieux vaudrait envoyer d'abord un éclaireur. Le domestique va s'en charger, les autres le suivront à quelque distance, mais patienteront dans la cage d'escalier le temps qu'il jauge la situation. Gordon a confiance en lui, même s'il a remarqué qu'il avait ces derniers temps quelques absences à l'occasion. Eunice Bessler l'a remarqué de même, et elle est plus sceptique si elle n'en fait pas état devant le Chinois. Zheng Zhu s'avance dans le couloir du troisième et avant-dernier étage. C'est très sale, glauque même, sombre enfin car il n'y a aucune fenêtre et l'éclairage électrique est défaillant. Il y a un semblant de décoration à base de plantes en pot anémiées mais qui en rajoute en fait dans la misère. L'appartement 302 est situé à droite par rapport à l'escalier, le 301 se trouve de l'autre côté. Le domestique s'avance discrètement devant la porte de l'appartement 302, fermée, visiblement pas bien solide. Il tend l'oreille, mais n'entend strictement rien. Zheng Zhu retourne à la cage d'escalier pour faire son rapport à Gordon Gore et Eunice Bessler. Rien, si ce n'est ces bruits étranges. Mais ils ne venaient sans doute pas de l'appartement. Il ne sait même pas s'il les a entendus. Gordon fronce les sourcils. Vous avez un problème, mon bon Zheng? Qu'est-ce qui vous arrive? Le domestique lui dit de ne pas s'inquiéter, mais avance qu'il vaudrait mieux que le dilettante fasse à son tour un repérage tandis que lui-même reste avec mademoiselle Bessler. Par contre, il affirme que la porte ne résistera pas à un bon coup d'épaule. Gordon Gore s'avance, Eunice Bessler guère loin derrière, tandis que Zheng Zhu ferme la marche. Le dilettante et sa maîtresse n'ont aucunement besoin de coller leur oreille à la porte pour entendre les échos d'une conversation animée à l'intérieur de l'appartement 302, que le domestique ne perçoit toujours pas cependant. Impossible de vraiment distinguer les propos, mais il y a deux hommes à l'intérieur et le ton est à la dispute. Eunice Bessler se tourne vers ses compagnons. Ils sont sûrs de vouloir y aller façon cow-boy? Gordon en est persuadé. Il faut jouer de la surprise et y aller arme en main pour dissuader ces dangereux énergumènes de faire quelque bêtise que ce soit. Sauf que le palier n'était probablement pas le lieu pour en débattre. Zheng Zhu fait signe à Gordon de baisser d'un ton, mais les bruits de conversation en provenance de l'appartement s'interrompent. Il n'y a plus un bruit. Gordon s'écarte, supposant qu'un personnage va sortir et qu'il faudra le maîtriser. Zheng fait de même de l'autre côté. Quelques minutes s'écoulent, puis la discussion reprend, sur un ton plus posé. Gordon Gore fait signe à Zheng Zhu. Il va essayer d'ouvrir la porte, mais si ça ne fonctionne pas, le domestique devra aussitôt agir. La porte est verrouillée. Les deux hommes se jettent contre elle et l'enfoncent sans difficulté. Elle donne sur un couloir au bout duquel se trouve une pièce, celle d'où venaient les bruits de conversation, qui ont aussitôt cessé. Gordon tente le bluff. On ne bouge plus. Jetez vos armes. Police de San Francisco. Il sait ne pas être très crédible. Tous trois s'avancent dans le couloir, le dilettante jetant rapidement un œil sur la pièce à sa droite, une chambre dans un état de saleté impressionnant. Mais dans le salon, plus qu'en désordre, les attend un Jonathan Colbert parfaitement éberlué. Zheng Zhu le menace aussitôt. Main en l'air. Andy Mackenzie est également présent,
À la différence de son associé, lui dégaine aussitôt un couteau à cran d'arrêt. Gordon Gore le braque à son tour en lui disant de jeter son arme. Ça ne semble pas impressionner l'escroc qui s'avance couteau en main. Qu'est-ce que vous foutez? C'est chez nous, dégagez, bordel, cassez-vous! Pour lui, les menaces des investigateurs sont clairement du flanc. Double échec critique de Gordon et de Eunice Bessler. D'un ton moqueur, vous croyez que vous allez me faire peur avec vos joujoux en plastique? Gordon essaye de tirer dans le genou d'Andy Mackenzie, mais rate et la balle s'égare dans le plancher. L'escroc est très surpris, Jonathan Colbert de même, mais il réagit aussitôt et se jette avec son couteau sur l'intrus le plus proche qui se trouve être Zheng Zhu. Le domestique cherche à faire feu également mais ne se montre pas plus habile. Par chance, Mackenzie, échec critique, se prend les pieds dans le tapis tandis qu'il cherche à planter sa lame dans le corps du Chinois et il échappe son arme. Gordon crie à son domestique de maîtriser l'escroc désarmé, sans succès, tandis que lui-même s'occupe de Colbert. Mais Jonathan Colbert ne cherche pas le moins du monde à se battre. Les bras ballants, pommes ouvertes, il n'en revient pas de ce qui se produit sous ses yeux. Mais qu'est-ce que vous foutez, bon sang? Gordon Gore lui répond de calmer son copain et tout se passera bien, Eunice Bessler ajoutant même qu'ils ne lui veulent pas de mal. Et vous nous tirez dessus? Colbert se laisse tomber dans un fauteuil. Bon, et maintenant on fait quoi? On attend les flics ensemble? Qu'est-ce que vous voulez, bon sang? Gordon lui demande où se trouve Clarice Whitman. Ce que j'en sais, rien à foutre. Colbert se relève, semble vouloir gagner la sortie en jouant des épaules. On peut pas rester ici, merde. Les investigateurs ont du coup un peu oublié Mackenzie, qui essaye discrètement de ramasser son couteau. Gordon le braque à nouveau. Une dernière fois, ne bougez plus. Mais il continue de s'adresser à Colbert. Plusieurs riches jeunes filles ont disparu. Ils savent que le peintre était lié à chacune d'elles, qu'il a fait chanter leurs parents, et que Clarisse demeure introuvable. Attendre la police? Pourquoi pas? C'est Colbert qui a quelque chose à craindre d'elle, pas eux. En fait, il y a une bonne part de baratin ici, les investigateurs ayant tout récemment eu affaire à la police du Tenderloin, qui leur avait confisqué leurs armes. Si les policiers mettent la main sur eux dans ce même quartier, avec sur eux ces nouvelles armes dont ils viennent de faire usage, le crédit de Gordon ne suffira pas forcément à les tirer du pétrin. Mais le peintre est cette fois un peu intimidé. Mackenzie, de son côté, jette un œil par la fenêtre donnant sur Jerry Street. Zheng Zhu, agacé, le maîtrise. Il faut faire vite. Gordon Gore continue de braquer alternativement Jonathan Colbert et Andy Mackenzie, mais dit en même temps à Eunice Bessler de fouiller l'appartement pour mettre la main sur les photos compromettantes. Mais il dit en même temps au peintre que s'il coopère avec eux pour les photos, ils peuvent partir très vite, se rendre chez lui et discuter de tout ça loin de la menace de la police. Mais l'artiste n'est pas convaincu. Eunice fouine, tandis que les quatre hommes restent dans le salon, très sale, avec des déchets et des bouteilles vides un peu partout. Elle se rend dans une chambre qui parvient à être encore pire, et par ailleurs dénuée de la moindre décoration ou du moindre mobilier en dehors d'une commode avec rien d'intéressant à l'intérieur. Pendant ce temps, dans le salon, Gordon Gore tente une autre approche, celle de l'amateur d'art. Jonathan Colbert n'en revient pas. C'est votre manière de demander des autographes? Mais le dilettante ne se démonte pas, il a acheté l'intégralité des œuvres exposées à la Russian Gallery après tout. Mais oui, le temps presse. En d'autres circonstances, il aurait été ravi de s'entretenir de peinture, mais le fait est que la disparition de Clarice Whitman passe en priorité. Après, cependant, il réitère donc son offre, que Colbert lâche les photos et le suive à Nob Hill, tout le monde y gagnera. L'artiste, qui panique à l'idée de l'arrivée de la police, accepte enfin de jouer le jeu. Jonathan Colbert se rend dans la chambre où ne se trouve pas Eunice Bessler et Gordon Gore le suit. La chambre est sale, mais beaucoup moins que le reste de l'appartement. C'est visiblement la chambre de Colbert, car s'y trouve une dizaine de tableaux, la plupart représentant un vieil indien, comme celui de la Russian Gallery. Un autre tableau a l'air différent, mais le dilettante prend soin de ne pas le regarder de trop près. Le peintre rassemble des documents sur un bureau, des lettres, des enveloppes, un bloc-notes, des photos, des négatifs. Il met tout cela dans une grande sacoche. Puis, sur le point de quitter la pièce, il se fige et regarde en arrière. Ces tableaux. Je ne peux pas les laisser ici. Gordon l'assure qu'ils viendront les chercher plus tard. Gordon Gore et Jonathan Colbert retournent dans le salon. Il faut partir. Zheng Zhu, même embarrassé par Andy Mackenzie, aimerait fouiller davantage, mais la sirène de la police se fait entendre. Gordon décide d'y aller au bluff. Il quitte l'appartement accompagné du peintre, qui le laisse prendre la sacoche. Eunice Bessler les suit. Zheng Zhu dit à Mackenzie de le suivre aussi. Mieux vaut ne pas avoir affaire à la police dans son cas. Mais l'escroc est du genre à se débattre et à faire le mariole par principe. Le domestique le repousse d'un violent coup de pied et ne s'en embarrasse pas davantage. Il rejoint les autres au deuxième étage. Et finalement, l'escroc les suit maintenant de son plein gré. Gordon, Eunice et Zheng Zhu se débarrassent de leurs armes en les cachant dans des plantes en peau miteuses du couloir. Le domestique remarque que Mackenzie a aussitôt tendu la main pour s'emparer d'un des flingues, mais s'est vite interrompu dans son geste en le regardant. Et ils font mine de descendre, espérant encore pouvoir sortir de l'immeuble sans plus de difficulté. Mais le bruit ne laisse aucun doute.
Les policiers sont au rez-de-chaussée. Le petit groupe s'arrête et Gordon Gore demande à Andy Mackenzie s'il ne connaît personne dans l'immeuble, à même de les dissimuler pour un temps. Mais ça n'est pas le cas. Le dilettante soupire. Changement de plan. Il va falloir tenter le bluff. On remonte à l'appartement. Ce qui lui vaut aussitôt un sarcasme de la part de Jonathan Colbert. Les gens de la haute s'y connaissent en bluff. Mais va falloir se décider. Les fascistes arrivent. Colbert et Mackenzie, le premier furieux, le second perplexe, obtempèrent néanmoins. Tous retournent à l'appartement et s'installent comme ils peuvent, qui sur une chaise fragile, qui sur un fauteuil défoncé avec des ressorts qui sortent aux endroits les plus inconfortables. Eunice Bessler jette à nouveau un œil au salon et remarque que dans ce désordre effarant, les éléments compromettants ne manquent pas, dont des bouteilles d'alcool, vides pour la plupart, ainsi que des pipes et des sachets d'opium entamés. Mackenzie s'en rend compte exactement au même moment et, livide, se précipite dans sa chambre. Oh putain, l'opium! Putain de merde! À en juger par les sons qui en émanent, l'escroc ne se montre pas des plus doués pour dissimuler tout cela. Eunice remarque aussi une chose, la cheminée a tout récemment servi, on est pourtant encore en été. Gordon Gore explique à Jonathan Colbert comment il pense procéder. Un demi-mensonge seulement, car il s'agirait de parler d'une visite d'un amateur d'art fortuné à un jeune peintre talentueux, et c'est effectivement une chose dont il compte s'entretenir avec lui. Colbert, méprisant, lui fait la remarque que ça n'explique pas vraiment les coups de feu qui ont attiré les flics. Ils venaient d'ailleurs, on ne sait pas où, et on remerciera les policiers pour leur diligence. C'était tout de même fort inquiétant. Colbert n'y croit pas 2 secondes. D'autres personnes habitent dans cet immeuble, qui diront que les coups de feu venaient bien d'ici. Eunice Bessler se demande au passage s'il ne faudrait pas trouver et dissimuler les impacts de balles, mais dans cette saleté. Et le peintre n'a aucune envie de se rendre au poste. Leur parole contre la nôtre, répond Gordon sur un ton très calme. Ouais, les industriels et les fascistes qui négocient. Le temps manque, les policiers arrivent sur le palier. Rapidement, Zhang Zhou avance qu'il pourrait justifier les coups de feu par l'apparition d'un rat dans l'appartement. Mademoiselle Bessler aurait paniqué et... Jonathan Colbert explose de rire. Il y a un cadavre de rat juste derrière ce fauteuil. On venait de le trouver quand vous êtes arrivé. Vous avez du cul, en fait. En fait, c'était une des raisons de la dispute entre les deux colocataires. Je précise que le scénario mentionne bel et bien qu'il y a un cadavre de rat derrière le fauteuil. Problème, ils n'ont plus leurs armes. Elle s'en est débarrassée par la fenêtre après coup. Bon sang, c'est ridicule. Ils ne goberont jamais un truc pareil. Ils ne sont quand même pas idiots à ce point. Les policiers frappent à la porte de leur appartement. Police, ouvrez! Eunice Bessler joue la panique. Ne tirez pas, messieurs, je vous en prie. Je viens vous ouvrir. 2 agents se trouvent devant la porte, dont l'un braque par réflexe la comédienne, mais se sent vite idiot et baisse son arme. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On nous a signalé des coups de feu en provenance de cet étage. Eunice, toujours les mains en l'air. C'est un terrible malentendu, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Bézengchou prend son relais, volubile, jouant la comédie en s'adressant à Gordon Gore. Vous voyez bien, monsieur, je vous avais dit qu'il ne fallait pas confier une arme à mademoiselle. Les policiers éberlués n'ont pas le temps d'intervenir que Eunice, dans son rôle, glisse. Il y avait un rat, voyez-vous. Mais un agent l'interrompt. Combien de personnes y a-t-il dans cet appartement? Montrez-vous tous, dans le couloir. Gordon obéit, faisant celui qui trouve la réaction de la police disproportionnée. Ce n'était qu'un rat, après tout. Si on avait su... Les policiers n'en reviennent pas. Vous prétendez avoir tiré sur un rat? La prestation de Eunice les avait déjà désarmés. Aussi improbable soit cet alibi, il semble presque disposé à croire que la comédienne aurait pu faire quelque chose d'aussi stupide. Gordon indique d'ailleurs le cadavre du rat aux policiers. Vous voyez bien. Mais Zhang Zhou ajoute de lui-même que mademoiselle Bessler ayant raté sa cible, il a dû achever la sale bête d'un coup de savate. Mais que faisait-il ici de toute façon? Gordon Gore joue sa carte. Indiquant Jonathan Colbert, il explique que c'est un jeune peintre talentueux, voyez les tableaux dans cette chambre, et qu'il lui a rendu visite avec ses amis afin de lui offrir de devenir son mécène. Voyez-vous, j'avais beaucoup aimé l'exposition de ce jeune homme à la Russian Gallery. C'est que je suis un amateur d'art. Je m'appelle Gordon Gore. Peut-être avez-vous entendu parler de moi? Pas du tout. Ou presque. Le nom a fait tiquer un des 2 agents qui digère visiblement l'information, mais s'en tient là pour l'heure. Les policiers exigent qu'ils sortent tous sur le palier. Au passage, Jonathan Colbert explique qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'appartement, son colocataire, qui reste planqué dans sa chambre. Un problème avec les uniformes. Un des 2 policiers s'y rend aussitôt. Pas un geste. Les investigateurs entendent un bruit de fenêtre, bientôt suivi par la voix d'Andy Mackenzie. Ok, on se fâche pas. Le policier ramène l'escroc sur le palier avec les autres. Puis il retourne dans l'appartement et jette un œil. Bon sang, qu'est-ce que ça pue ici? Mais... Oui, il y a bien un rat mort. Ça vous arrive de faire le ménage? Puis il ressort sur le palier. Bon, va falloir vous expliquer. Le mécénat, le rat... Où est l'arme? Donnez-moi l'arme.
Eunice Bessler Penaud explique qu'elle l'a jeté par la fenêtre. Tirer sur un rat, jeter l'arme. Mais Zheng Zhou intervient à nouveau. C'est ce que je me tue à dire, monsieur Gore. Il ne faut pas lui donner d'armes. Elle ne sait pas tirer et elle est beaucoup trop nerveuse. À vrai dire, elle n'a pas toute sa tête. Le policier ébahi demande de quelle arme il s'agissait. Un Derringer, avoue Eunice. Mais c'est une arme à un coup. On a signalé 2 coups de feu. Ah non, elle n'a tiré qu'une seule fois. Et le domestique, c'était bien suffisant. Le policier qui les interroge, à son grand étonnement, semble trouver leur histoire, aussi improbable soit-elle, crédible. L'autre policier, qui était resté en retrait, est beaucoup plus décontracté que son collègue. Il s'adosse à un mur, arborant un léger sourire. Bon, j'imagine que ça va se régler comme d'habitude. Oui, il sait très bien qui est Gordon Gore, et que son compte en banque est bien approvisionné. Le dilettante, sans la moindre pudeur, attrape aussitôt son portefeuille et en sort une liasse de billets. Nous nous comprenons bien. Mais la somme de 20 $ paraît bien trop limitée à l'agent. Vous souhaitez faire un tour au commissariat, monsieur Gore? Vous êtes presque un habitué de la maison après ce qui s'est passé au Petit Prince. Gordon rajoute 20 $. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que c'était le truc intéressant sur lequel on risquait de tomber dans cet appartement? Mais rien. Ces jeunes gens ont sans doute une vie un peu dissolue, mais rien que de très anecdotique. Le policier sourit toujours et se tourne vers Andy Mackenzie, qu'il connaît visiblement. Bon, Mackenzie, qu'est-ce que t'as foutu encore? L'escroc balbutie. Le policier exige de palper chacun des individus présents à la recherche d'une arme, mais ne trouve rien, à part un petit couteau minable que l'escroc gardait dans sa chaussette. Puis il s'adresse à tous, mais d'abord à Gordon Gore. Alors, comment on va régler ça? L'aspect financier, c'est fait. Trouble de voisinage, bon, on est dans le Tenderloin. Bah écoutez, je vais noter les noms des personnes ici présentes, et gardez ça pour moi, comme une garantie, disons, si jamais vous faisiez une bêtise de plus, du genre qu'on ne pardonnera pas gentiment. Tous donnent leur vrai nom, sauf Mackenzie qui répond Robert Larks. Le flic, notant les noms, le regarde d'un air totalement navré, en émettant un profond soupir. L'interrogateur reprend. Bon, ça c'est fait. Évidemment, vous n'avez pas d'armes sur vous. Il aurait été très fâcheux que vous soyez armé après les événements du Petit Prince. Alors, il y a certes le Derringer de mademoiselle Bessler, qui a malencontreusement disparu dans une ruelle. Il a sans doute fini à la poubelle ou dans la poche d'un clochard de passage. On finira bien par le retrouver. Comme on trouvera peut-être des choses dans cet immeuble, dans les pots de fleurs par exemple. Bon, ça, à terme, et ça ne vous concernera plus, n'est-ce pas? Allez, ça devrait le faire. Il s'interrompt un moment, puis, toujours à Gordon Gore, vous avez besoin de Mackenzie? Pas plus que ça, non. C'est qu'il faudrait que je ramène quelqu'un et il m'a l'air tout désigné pour ça. Mackenzie, tu nous suis. Ce n'est clairement pas une question. Le policier ajoute qu'il ne veut plus les voir dans le coin, tous autant qu'ils sont, et notamment dans cet appartement. Que la police va s'empresser de fouiller de toute façon, et vite, pas question qu'ils y soustraient quoi que ce soit. Mais Gordon Gore revient sur la question des tableaux de Jonathan Colbert. Il aimerait vraiment les emporter. Le policier sceptique semble retenir un sarcasme, mais demande à voir de quoi il s'agit, en compagnie du dilettante ainsi que du peintre. Tous trois se rendent dans la chambre du peintre, la partie la moins sale de l'appartement. On y trouve une bonne dizaine de tableaux, donc, et la plupart, très ressemblants, représentent le même vieil indien. Le policier n'y réagit pas vraiment, même si cette répétition l'interloque visiblement. Bon, un truc d'artiste, faut croire. Gordon, cependant, continue de louer le talent de Colbert auprès de l'agent qui n'y comprend goutte. Le peintre, quant à lui, semble repenser à quelque chose et prend dans la commode quelques lettres sans que le policier ne proteste. Ce dernier alors s'est avancé vers le dernier tableau, visiblement différent des autres, et c'est comme s'il se perdait dans la contemplation de la toile. Gordon se doute de ce qui se produit et, en prenant garde de ne pas laisser errer ses yeux, s'interpose entre le policier et l'œuvre pour le sortir de sa transe. « Vous avez vu ce que vous vouliez voir ?» Le policier reste muet pendant 5 ou 6 secondes, puis secoue la tête. « Oui Monsieur Gore? Pardon, vous disiez ?» Le dilettante se sent attiré par le tableau, mais dispose de la force de caractère pour ne pas le contempler. Il pose la main sur l'épaule du policier et ils rejoignent les autres sur le palier. Le policier reprend. Alors, Mackenzie, trouble de voisinage, tapage nocturne, contrebande et consommation d'alcool, contrebande et consommation d'opium, sans doute d'autres choses, on y jettera un œil plus tard. Le petit Andy va refaire un tour à San Quentin, faut croire, sur une prison d'état sur une île de la baie. Le policier pousse l'escroc dans la cage d'escalier tandis que son collègue, d'un signe de la tête, a signifié aux investigateurs et à Jonathan Colbert qu'il leur faut décarpir, sans un mot de plus, et qu'ils ne doivent pas revenir ici. Il garde un œil sur eux pour s'assurer qu'ils ne restent pas en arrière.
Il rentre au manoir Gore en taxi, sauf Zheng Zhu qui ramène quant à lui la voiture de Gordon Gore. Mais il ne se sent clairement pas à l'aise. Ses perceptions sont vraiment affectées par la noire démence, sa conduite devient dangereuse. Il échappe à l'accident, mais c'est tout de même de pire en pire. Jeudi 5 septembre 1929, 20h, cabinet de Veronica Sutton, 57 Hyde Street, Fisherman's Wharf, San Francisco. Veronica Sutton, pendant ce temps, travaille à son cabinet à la bordure de Fisherman's Wharf, compulsant les notes qu'elle a prises, notamment au Napa State Hospital et à l'Université de Californie à Berkeley. Tandis que la soirée avance, elle réalise qu'il lui faut faire quelque chose à tout prix, qui lui était complètement sorti de la tête. Il est impératif de rapatrier Lucy Farnsworth à San Francisco, voire dans le Tenderloin. Les éléments qu'elle a rassemblés ne laissent pas de place au doute. Si la jeune femme atteinte de la noire démence demeure au Napa State Hospital, elle ne va guère tarder à mourir en raison de sa sous-alimentation. Il lui faudrait contacter Arnold Farnsworth, mais le meilleur moyen pour cela serait de passer par Gordon Gore. Elle appelle au manoir Gore vers 21h. À cette heure-là, Gordon, Eunice Bessler et Zheng Zhu sont rentrés du Tenderloin avec Jonathan Colbert. Elle leur explique donc la situation, mais tant qu'à faire, mieux vaut pour elle les rejoindre sur place. Trevor Pierce, qui ne se sentait pas très bien et n'a guère progressé loin des autres, fait de même. Jeudi 5 septembre 1929, 22h, Manoir Gore, 109 Clay Street, Nob Hill, San Francisco. Au Manoir Gore, Jonathan Colbert maugré mais sans faire autrement de difficulté. Il n'épargne pas Gordon Gore de ses sarcasmes. Nob Hill, hein, c'est là qu'habite mon père. Mais vous êtes beaucoup plus friqué. Un de ces industriels, hein. Plutôt un héritier. Mais le dilettante y insiste, le jeune homme va devoir collaborer avec eux. Il serait fâcheux qu'il retombe entre les mains de la police. Ne vous prenez pas pour un con. Vous n'êtes pas dans les meilleurs termes avec les flics, vous non plus. C'est vrai, mais il a de l'argent, pas le peintre. Et il renouvelle son offre de mécénat. En interrogeant Colbert sur ce nouveau style qu'il a développé, mais tout autant de ses portraits de prostituées. Le peintre réclame de l'opium pour en parler, mais Gordon ne lui en accordera qu'ensuite. D'abord, discuter, notamment avec Madame Sutton quand elle nous aura rejoints. Mais Colbert en a aussi après Eunice Bessler. Mignonne, la petite. Je pourrais la peindre. Elle éclate aussitôt. Hors de question. Après ce qui est arrivé aux autres, vous ne toucherez pas un pinceau en ma présence. Zheng Zhu, par ailleurs, ne se tient jamais bien loin, visiblement aux aguets. Mais Gordon Gore revient à ce qui le préoccupe vraiment, le sort de Clarice Whitman, dont Jonathan Colbert n'a toujours pas dit quoi que ce soit. Le peintre répond qu'il ne se souvient à peine d'elle, et prétend devoir faire un effort pour la distinguer des autres. Oui, il l'a vue pour la dernière fois, il y a 3 ou 4 jours, au Petit Prince, là où ils ont foutu le bordel et grillé son gagne-pain. Il n'a plus la moindre ressource maintenant. Mais pour revenir à Clarisse, une dinde, comme il y en a plein. La pauvre petite fille riche, d'un ennui mortel. Une voleuse aussi. Qu'un pauvre type dans la rue vole pour survivre, ça ne me fait rien. Mais une bourgeoise comme elle, je n'avais aucune envie de poursuivre cette relation. Ce qu'elle a fait après, c'est pas mes oignons. Est-ce qu'elle avait des taches noires sur le corps? Pas la dernière fois que Colbert l'a vue nue. Le chantage? Oui, c'est pour ça qu'il s'était associé à ce crétin de Mackenzie. Si M. Gore veut lire les lettres, etc., libre à lui. Le peintre ne fait pas de difficulté et donne aux dilettantes les nombreux documents, incluant photographies et négatifs, dont ceux de Clarisse, qu'il avait rassemblés dans sa chambre de Jerry Street. Il les passe d'abord en revue, toutefois. Qui c'était celle-là? Ah, oui. Bon. Rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Puis il cesse, que le dilettante satisfasse ses fantasmes de papier. Mais ce comportement très désinvolte agace Gordon, qui ne mâche pas ses mots. Il traite ces jeunes femmes comme des objets. Comment peut-on être aussi méprisant? Ces gamines sont des gosses de riches. Les parents de ces bourgeoises sont des oppresseurs, des exploiteurs du prolétariat, qui n'ont pas le moindre respect pour leur main-d'œuvre corvéable à merci. Bientôt ces pauvres jeunes filles feront de même, ou sinon elles, du moins leurs gentils maris, issus de la même classe esclavagiste, alors ne me parlez pas de morale. Gordon Gore n'en démord pas. Au moins 3 de ces jeunes femmes ont été brisées en passant entre les mains de Jonathan Colbert, parfois malades, peut-être même mourantes. Colbert trouve que le dilettante en fait un peu trop, mais ce n'est pourtant pas le cas. Gordon examine à la hâte les lettres. Il repère quelques noms, dont, outre celui de Clarice Whitman, ceux de Bridget Chase et de Lucy Farnsworth, et bien d'autres jeunes femmes, semble-t-il des étudiantes à la California School of Fine Arts pour un certain nombre d'entre elles. Il s'arrête sur une lettre de Clarisse. Mon très cher Johnny, j'espère vraiment que tu m'accompagneras quand je prendrai le taxi pour rentrer tout à l'heure. Malgré ce que tu dis, les rues ne sont pas sûres, même si je ne critique pas ton goût pour le Petit Prince et tout son charme moulin rouge.
Au fait, aurais-tu trouvé ma brosse à cheveux? Tu l'avais la dernière fois qu'on s'est vu, et à présent elle a disparu. En ce moment, je t'attends à l'étage, dans cette chambre spéciale où j'ai posé pour toi, et j'écris cette lettre, en t'attendant. Il y a quelques minutes, j'ai essayé de partir, de prendre un taxi et de rentrer chez moi, comme je t'ai dit, mais ces vagabonds terrifiants m'attendaient encore. L'un d'eux m'a même attrapé et a laissé une horrible tache noire sur mon bras, là où sa main m'a touché. Je vais rentrer à la maison, prendre un bain et enlever cette crasse. J'ai besoin de rentrer. Je me sens si fatigué, incapable de me concentrer, et les sons autour de moi me semblent étranges. J'ai même du mal à écrire cette lettre. Ah, Johnny, je t'adore vraiment, mais tu peux être si dénué d'égards parfois, en laissant une pauvre jeune fille riche comme moi seule dans la décadence de ce restaurant français. Toujours pleine d'espoir, ta Clarisse. Veronica Sutton est arrivée durant la conversation, ainsi que Trevor Pierce d'ailleurs, et prend maintenant le relais de Gordon Gore pour interroger Jonathan Colbert. Ses coucheries ne les intéressent en rien, ses opinions, pas davantage. Ses centres d'intérêt en même temps. Il s'est récemment pris de passion pour les Indiens, leurs rites. Il le fascine à en croire ses œuvres les plus récentes. Ce n'est pas qu'ils me fascinent, madame, c'est qu'ils me font peur. Ces tableaux. La vieille peau vous en a peut-être montré un autre à la Russian Gallery. Mon cauchemar 1, mon cauchemar 2, mon cauchemar 3, de la terreur pure et simple. Tout droit jaillit de mes rêves. Gordon lève les yeux des lettres. Vous peignez ces tableaux en toute conscience, ou dans un état second? Il faut un drôle d'effet. Le peintre explique qu'il dormait à moitié quand il a réalisé ses portraits, et qu'il rêvait encore. Il avait le vieil Indien devant les yeux tout du long, et tout qui bougeait autour de lui. Le vieux chaman, le dernier de sa race. Mais les chamans du Grizzly ont disparu depuis très longtemps, remarque Trevor, que Zhengzhou regarde d'un air étonné, inclinant la tête, fronçant les sourcils, ce qui n'échappe pas à Gordon. Colbert répond, pas dans mes rêves. Pas celui-là. Je ne sais pas pourquoi il s'en est pris à moi. Le ton de Véronica s'adoucit. Il faut qu'il leur parle, qu'il reprenne tout depuis le début. Car il y avait bien un début. Le peintre n'en sait rien. Un jour, le vieil Indien était là, et il devait le peindre. Trevor lui demande si c'est l'Indien qui lui a dit de voler le livre de son père sur les Costanors. Non, Jonathan Colbert l'a emprunté de sa propre initiative, en quête de réponse, qu'il n'a pas trouvé de toute façon. J'ai à peine eu le temps d'y jeter un œil. Un soir, ce crétin de Mackenzie, complètement défoncé, a trouvé qu'il faisait un peu trop froid, et a fait du feu avec les pages de ce livre. Bon sang, quand je pense que j'ai dû m'acoquiner avec un imbécile pareil. Gordon suppose qu'on a les amis qu'on mérite, et qu'il devrait s'entretenir de ses cauchemars avec son père. Après tout, c'est bien le professeur Harold Colbert le spécialiste. Pas de ces choses-là, et j'ai pas envie d'avoir affaire au vieux. Quoi qu'il en soit, Jonathan Colbert est l'invité de Gordon Gore, souffle Eunice Bessler, tant qu'on n'aura pas retrouvé ces jeunes filles qu'il a soustraites à leurs parents. Soustraites? Le portrait que vous faites de moi, je ne les ai pas enlevées, je ne les ai pas séquestrées, je ne suis pas comme vous. Elles sont venues de leur plein gré. On a eu du bon temps ensemble, vraiment bon, pour elles comme pour moi. Après, eh bien, on se lasse, c'est la vie. C'est un comportement certainement pas illégal et même pas immoral, sauf pour les pires pères la pudeur. Vous me faites la morale dans votre manoir dégoulinant d'un fric dont vous avez hérité, sans jamais rien faire pour le gagner. Vous êtes très mal placé pour ça. Votre amourette avec la petite, là, c'est vraiment autre chose? Vous allez oser le prétendre devant moi? Gordon ne relève pas. Il revient sur Lucy Farnsworth, malade, et sur Clarice Whitman. Colbert en a assez. Je ne sais pas où elle est. Et les clochards? Les taches d'ombre des malades? Mais Colbert ne fait plus attention à Gordon. Trevor Pierce ne lui en demande pas moins si lui-même n'a pas de ces taches noires. Non, si c'est une maladie vénérienne ou quoi, je suis propre. Peut-être que ces filles ont fricoté avec d'autres que moi. La lettre de Clarisse semble évoquer ces vagabonds malades pourtant. Une lubie à elle. On parle d'une fille qui m'écrivait des lettres depuis chez moi, là, qu'elle laissait sur le matelas pour me faire la surprise. Pas très futé. Il jette un œil à la lettre. Ah, les objets qui disparaissaient. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Elle m'accusait de voler des objets, elle me faisait des scènes en permanence pour ça. Complètement mythomane. C'est elle qui me volait des petits trucs, en permanence. Une voleuse, comme tous ceux de son espèce, juste d'une manière moins métaphorique. Le bonhomme est assurément désagréable, mais aux yeux des investigateurs, notamment Gordon Gore et Eunice Bessler, il a l'air parfaitement sincère. Et le dilettante, d'une certaine manière, le concède. Jonathan Colbert s'en aperçoit et poursuit sur un ton plus calme, jouant son avantage. Je ne suis pas le kidnappeur que vous imaginiez. On peut trouver que je me suis mal comporté avec ces filles, mais seulement au sens où je ne suis pas un gentleman.
Je n'en suis pas un, je n'ai jamais prétendu l'être. Et oui, j'ai fait des sales trucs dans cette affaire, je le reconnais. Le chantage, c'était une connerie. Pas mon idée, celle de Mackenzie, mais je sais que ça ne m'exonère pas de ma responsabilité. Je vais tâcher d'en tirer des leçons. Que je sois confronté à la justice ou pas, pour ça, ou pour l'alcool, que sais-je, l'opium, j'attends toujours ma pipe d'ailleurs, mais je ne suis pas un monstre, un kidnappeur, un violeur, un type qui bat les filles. Vraiment pas. Trevor Pierce est un peu narquois. Mais c'est vous la victime du chaman du grizzly. Colbert ne relève pas. Gordon, par contre, l'assure que s'il rend toutes les photos, ainsi que les négatifs, aux parents que le peintre a fait chanter, sans doute ne pousseront-ils pas les choses au-delà, par crainte du scandale. Et le dilettante va faire en sorte que ça se passe comme ça. Si le peintre peut l'assurer qu'il ne recommencera pas, Colbert acquiesce sans prendre le temps d'hésiter. Il sait très bien quel est son intérêt, et à l'évidence, il n'est pas fier de son association avec Mackenzie. Mais ils ont toujours besoin de la coopération du peintre, et par ailleurs, ils lui font part de l'inquiétude de son père. Non, ce n'est pas la crainte du scandale qui l'anime, lui, mais bien un amour paternel sincère. Et le professeur Harold Colbert, quoi qu'en pense Jonathan, est un homme assez intelligent et ouvert pour admettre que son fils doit devenir un artiste plutôt qu'un médecin ou un avocat. Mais Jonathan Colbert doit donc les aider. Pas forcément de la manière qu'il supposait, c'est tout. Trevor Pierce ainsi lui demande si, dans ses rêves qu'il a couchés sur des toiles, il n'a jamais vu un endroit précis, identifiable. Le peintre hésite. Puis, ce n'est pas facile à expliquer, mais ces sphères, hein, c'est un endroit, mais pas seulement. Euh, vous savez, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est un peu comme ce que dit ce juif-là. Non, pas Freud. Einstein, voilà. Il a écrit des trucs bizarres sur le temps, l'espace, l'espace-temps. Je crois que c'est quelque chose dans ce goût-là. Je peux pas en jurer, moi et les équations. En même temps, il y a des implications derrière tout ça qui peuvent fasciner un artiste. Le temps, l'espace, une seule chose. Jonathan Colbert est lancé et difficile à arrêter. Mais il est aussi extrêmement confus. Il ne maîtrise pas son discours, mais sa fascination pour le sujet ne fait aucun doute. Au fur et à mesure que la conversation a perdu de son caractère inquisiteur initial, Jonathan Colbert s'est calmé et a fait preuve de davantage de bonne volonté. Gordon Gore va veiller à ce qu'il vive dans les meilleures conditions chez lui, le temps de régler l'affaire. Il pourrait en profiter pour peindre d'ailleurs. Suggestion qu'appuie Eunice Bessler. Gordon pourrait peut-être organiser une exposition. Colbert retrouve tout de même de sa morgue. S'il doit peindre très bien, mais il lui faut un modèle, dit-il en retournant son regard vers la jeune comédienne. Finalement, l'idée ne déplaît pas ni à Eunice ni aux dilettantes. Elle posera habillée, bien sûr. Il laisse alors Jonathan Colbert à sa pipe d'opium. Mais Veronica Sutton explique donc son inquiétude concernant Lucy Farnsworth à Gordon Gore. Elle ne doit pas rester au Napa State Hospital. Il faut revenir à San Francisco, voire dans le Tenderloin. Et il faudra garder un œil sur elle. Gordon fait confiance à la psychiatre et même s'il est un peu tard, considérant qu'il y a urgence, il téléphone de ce pas à Arnold Farnsworth. Mais c'est une demande très inhabituelle et le mania du frais ne voit pas pourquoi il obéirait à la suggestion du dilettante. Gordon lui passe alors Veronica, qui se montre efficace dans son rôle de caution médicale et scientifique. Arnold Farnsworth veut bien tenter l'expérience et dans un premier temps va rapatrier sa fille Lucy chez lui, dans Pacific High, où le docteur Sutton pourra la visiter le cas échéant. Après quoi tous vont se coucher, mais Zheng-Ju ne se sent vraiment pas bien. Ses perceptions de son environnement sont toujours plus affectées. Le monde autour de lui change, prenant des teintes grisâtres, parcourues de mouvements incompréhensibles. Et ses yeux, comme ses oreilles, d'autres organes sensoriels également, d'une manière plus insidieuse, semblent se fixer de plus en plus sur un autre monde, aux dépens d'une autre. À ce stade, ce trouble se lit en permanence sur son visage, comme dans ses gestes, et il n'est plus en état de dissimuler son affection. De ceci, il est parfaitement conscient. Outre Zhang-Ju, qui avait compris ce qui se passait depuis quelque temps déjà, Veronica Sutton et Gordon Gore, plus encore, ont également constaté que Trevor Pierce aussi présentait des bizarreries comportementales assez semblables à celles qu'ils avaient constatées chez le domestique. Le journaliste n'en est peut-être pas tout à fait au même stade de l'infection, mais il est très clairement lui aussi victime de la noire-démence. Gordon et Veronica en discutent. Ils ne savent pas quoi faire. Mais la psychiatre est certaine d'une chose, il ne faut surtout pas les confier à une institution médicale qui s'empresserait de les adresser au Napa State Hospital, où ils se trouveraient dans la même situation que Lucy Farnsworth. Les perspectives ne sont guère optimistes, mais pour la psychiatre, le seul moyen de les sauver, peut-être, serait d'avancer au plus vite dans leur enquête. Gordon acquiesce, et il faudra aussi les garder à l'œil et veiller à ne pas les laisser conduire ou prendre des initiatives avec des armes,
Ils en parleront tous ensemble ultérieurement. Vendredi 6 septembre 1929, 8 heures, Manoir Gore, 109 Clay Street, Nob Hill, San Francisco. Le matin suivant, Gordon Gore prépare son rapport téléphonique quotidien à Daniel Fairbanks. Cette fois, il a vraiment beaucoup de choses à lui apporter. Les photographies de Clarice Whitman et leurs négatifs, ainsi que des lettres. Il y en a aussi beaucoup d'autres photos d'autres modèles. Gordon met de côté tout ce qui concerne Lucy Farnsworth et Bridget Reese, mais il y en a bien d'autres, et bien sûr, rien de tout cela ne sera donné à Fairbanks. En passant davantage de temps sur les lettres écrites par les jeunes filles séduites par Jonathan Colbert, il constate par ailleurs que Clarice n'était pas la seule à faire référence à des disparitions d'objets. 3 autres jeunes filles font de même, chaque fois pour des petites choses très anecdotiques, une boucle d'oreille, un soutien-gorge, etc. Gordon Gore, à 9 heures, appelle Daniel Fairbanks. Il n'y va pas par 4 chemins. Je n'ai pas encore retrouvé Clarice, mais j'ai les photos et les négatifs. Tout? Tout. D'autres éléments qui pourraient être compromettants? Rien qui le concerne, mais des photos et négatifs concernant d'autres jeunes filles, qu'il donnera à leurs parents, sans bien sûr mentionner devant eux le nom de Clarice Whitman, pas plus qu'il ne donnera ici à Fairbanks les noms de ses autres victimes. Il a appris que Clarice avait été vue il y a 3 ou 4 jours de cela au Petit Prince, le restaurant où ils ont fait un esclandre. À bon droit, car elle s'y trouvait sans doute. C'est faux, c'était bien sûr Bridget Reese qui s'y trouvait à ce moment-là. Il se rapproche donc du but de leur enquête. Enfin, si cela intéresse vraiment Fairbanks de retrouver la jeune fille. Bien sûr, monsieur Gore. Je vous prierai de passer dans la matinée au siège de l'American Union Bank pour me remettre les photographies et les négatifs. Je vous y attends. C'est de toute façon ce que comptait faire Gordon, qui en profitera pour faire la tournée des familles impliquées qui lui sont connues, dont les Farnsworth et les Reese. Certains noms ne lui disent absolument rien. Zheng Zhu l'accompagnera. Toutefois, avant que Veronica Sutton et Trevor Pierce ne se rendent à l'embarcadero pour y retrouver Harold Colbert, Zheng Zhu va s'entretenir en privé avec la psychiatre. Il lui confesse que son état s'aggrave. Ses sens lui font défaut, le monde change autour de lui. Il ajoute que M. Trevor, à la différence de tous les autres, lui apparaît très distinctement, sans le moindre parasitage, aussi suppose-t-il qu'il est également malade. Il s'en remet à la femme de science. Lui ne sait plus quoi faire. Il n'ose même pas prononcer le nom du noir démence. Pourtant, il ne cache pas à Véronica que des taches noires sont apparues un peu partout sur son corps, même si pas encore sur le visage ou un autre endroit qui serait visible. La psychiatre ne se montre guère optimiste. Tout indique que le domestique rejoindra bientôt les victimes de la noire démence serrant dans le Tenderloin. Mais ils ne baisseront pas les bras. Il y a forcément une solution. La psychiatre a foi en la science. Il faudra par contre que Zheng Zhu lui rapporte tout ce qu'il verra de cet autre monde. Toute information est pertinente. Par ailleurs, elle s'entretiendra également avec Trevor. Zheng Zhu acquiesce, sans cacher qu'il lui est difficile de parler de tout ceci en public. Il se sentira plus libre si Madame Sutton veut bien faire office d'interlocutrice privilégiée. D'ailleurs, à vrai dire, il y a autre chose. Si sa situation devait empirer, Zheng Zhu souhaite que Madame Sutton, en qui il a toute confiance et qu'il admire, devienne pour sa fille, Ling, qui vit à Chinatown, comme une marraine. Ling est une jeune fille intelligente et gentille. Elle a été bien éduquée, madame. Véronica est surprise par cette demande et ne sait d'abord trop comment réagir, d'autant qu'elle ne connaît guère Zheng Zhu, et qu'elle n'a jamais eu l'âme d'une mère. Mais elle se dit très touchée, flattée également par la confiance du domestique, et fera tout son possible pour venir en aide à la jeune fille si cela devait s'avérer nécessaire. Veronica Sutton ne tarde guère à expliquer l'état de Zheng Zhu, sans mentionner sa requête, à Gordon Gore, qui devra garder un œil sur lui. Quant à elle, elle fera de même avec Trevor Pierce. Gordon n'est guère surpris, mais une chose l'étonne. Jonathan Colbert ne semble pas du tout infecté, lui. Il semble bien y avoir un lien important avec ses cauchemars. C'est comme s'il voyageait lui aussi entre les mondes, mais seulement dans son sommeil. Il faudrait peut-être qu'il les accompagne dorénavant. Ce serait peut-être un atout. Pour le moment, la loyauté de Jonathan Colbert demeure cependant des plus douteuses. Quelqu'un doit rester avec lui. Eunice Bessler avait d'abord songé accompagner Gordon Gore et Zheng Zhu, mais il vaut mieux qu'elle demeure au manoir Gore. Et si Colbert devait faire son portrait, eh bien... Vendredi 6 septembre 1929, 10 heures, San Francisco Ferry Building, Embarcadero, San Francisco. Veronica Sutton et Trevor Pierce doivent alors se rendre à l'Embarcadero pour y retrouver le professeur Harold Colbert et se rendre avec lui à la collection Zebulon Farr. Mais le Ferry Building ne se trouve pas très loin du siège de l'American Union Bank, dans Financial District. Aussi font-ils un bout de chemin avec Gordon Gore et Zheng Zhu. En chemin, le dilettante discute discrètement avec Trevor. Son état ne leur a pas échappé, comme celui de Zheng Zhu. Le journaliste balaie cette inquiétude. Un peu de migraine, rien de plus.
mais Gordon n'y croit pas un instant. Je crois, nous croyons, que vous êtes atteint par la noire démence. Le dissimuler ne servira à rien. Il faut que Trevor fasse attention à certaines actions. Mieux vaut qu'il ne conduise pas, par exemple. Et il faut aussi leur rapporter ce qu'il voit, ce qu'il entend, etc. Cela pourrait s'avérer d'une importance cruciale. Le journaliste continue pourtant de traiter le sujet à la blague. Puis les deux binômes se séparent et Veronica Sutton et Trevor Pierce poursuivent en direction de l'embarcadero. Le professeur Harold Colbert, très ponctuel, les y attend, l'air grave, vêtu d'un grand imperméable. Il voit arriver ses deux compagnons de route. Vous êtes prêts? Oui. Très bien. Ils doivent donc en savoir un peu plus sur leur destination. Ils vont prendre le ferry pour longer San Francisco par le nord-est, puis traverser le Golden Gate, immédiatement au nord de la ville. Après quoi, ils prendront le train qui les fera passer dans la forêt de Muir Woods et sur les pentes du mont Tamalpais, le point culminant de la région avec ses 785 mètres d'altitude. C'est un peu paradoxal, mais oui, la très secrète collection Zébulon Phare se situe dans cette zone très fréquentée, où une voie ferrée a été construite pour permettre aussi bien aux touristes qu'aux San-Franciscains désireux d'un peu de calme de faire de jolies randonnées dans la nature. Vendredi 6 septembre 1929, 11 heures, train de Muir Woods et du mont Tamalpais. La traversée en ferry, qui prend un peu moins d'une heure, est pour le moins maussade, avec un professeur Harold Colbert passablement renfermé. L'ambiance est lourde, et Veronica Sutton, pas plus que Trevor Pierce, n'ose briser la glace. Pourtant, ils ont un sujet de discussion tout trouvé. Jonathan Colbert. Deux brefs apartés convainquent les investigateurs qu'il leur faut en parler. Ils ne peuvent pas garder pareille chose secrète. Et si le professeur Harold Colbert apprenait par la suite qu'ils avaient trouvé son fils mais n'en avaient pas fait état, cela pourrait vraiment compliquer les choses. C'est Trevor qui prend l'initiative d'aborder le sujet avec le professeur, une fois installé à bord du train de Muir Woods. Ils ont retrouvé son fils. Il est en bonne santé et n'a absolument rien à craindre de la justice ou de qui que ce soit. Le professeur est stupéfait. Vous avez trouvé Jonathan? Où est-il? Trevor fait le mystérieux. Il est en lieu sûr. Pour le moment, nous ne... Mais Harold Colbert, furibond, l'interrompt. Monsieur Pierce, je fais des sacrifices considérables en vous conduisant à la collection Zébulon Phare. Il serait bien temps de me rendre l'appareil. Où est mon fils? Madame Sutton? La psychiatre n'insiste pas. Jonathan Colbert se trouve à la résidence de Monsieur Gore. Il s'y trouve depuis la veille au soir. Pour l'heure, il ne semble pas disposé à voir son père, mais sans doute cela pourra-t-il changer dans un délai assez bref. Je comprends que vous ayez hâte de lui parler, mais il ne faut pas le brusquer. S'il lui en prenait la fantaisie, nul ne pourrait le retenir de disparaître à nouveau dans la ville. Le parti de l'honnêteté paye. La surprise passée, le théologien se rend aux arguments de la psychiatre. Mais ce voyage à la collection Zébulon Phare est donc toujours d'actualité, maintenant que vous avez trouvé mon fils? Trevor Pierce, un peu séché par la réaction de son interlocuteur, maugré. Oui, plutôt oui. Harold Colbert soupire. C'est donc qu'ils ont davantage de choses à lui apprendre. Veronica Sutton, un peu embarrassée, explique qu'il y a bel et bien un lien entre Jonathan Colbert et les éléments occultes qui les intéressent. Ses cauchemars ne laissent guère de doute à ce propos. Il ne semble pas avoir agi dans une intention malveillante, enfin à cet égard, mais il est bien lié à tout cela, oui. Trevor ajoute qu'il est visiblement dépassé par les événements et qu'un peu de repos en lieu sûr ne lui fera pas de mal. Harold Colbert demeure grognon, mais suppose qu'il devra se contenter de ça pour l'heure. La discussion s'arrête là. Le décor a beau être splendide, l'ambiance est pesante. Puis le train s'arrête à une petite gare sur les flancs du mont Tamalpais, et Harold Colbert fait signe à Veronica Sutton et Trevor Pierce de descendre. Ils sont attendus ici par Randolph Coates, de Coates et Winthrop, qui les conduira en voiture à la collection Zébulon Phare. Coates est un avocat presque caricatural dans sa mise et ses manières. On le devine très bourgeois, très conservateur. Cependant, il est tout sauf bavard, et le trajet le long de petites routes de montagne est à nouveau très maussade. Vendredi 6 septembre 1929, midi, collection Zébulon Phare, Mount Tamalpais and Muir Woods. La voiture arrive enfin à destination, une très charmante et riche demeure de style hispanique, tout sauf l'endroit où l'on penserait chercher quelque chose d'aussi exceptionnel et secret que la collection Zébulon Phare. Randolph Coates invite ses passagers à descendre, et Harold Colbert prend les devants. Il est à vrai dire le seul à qui l'avocat se soit adressé. Concernant Veronica Sutton et Trevor Pierce, il semble se contenter du fait qu'ils sont deux, ainsi que convenu avec le professeur. Il n'y a même pas eu de présentation. Randolph Coates a sorti un énorme trousseau de clés. Pénétrer dans la villa n'est guère un souci à vue de nez, mais à l'intérieur, le petit groupe doit passer par de nombreuses portes, solides, qui deviennent au fur et à mesure de véritables sas, visiblement très sécurisés. Le contraste est flagrant entre la demeure très aérée et lumineuse, vue de l'extérieur, et ce qu'elle contient effectivement.
C'est une vraie forteresse à ce stade, au sein de laquelle Coates procède sans un mot, se repérant sans la moindre difficulté dans son volumineux trousseau, puis dans un autre, au moins aussi volumineux, qu'il sort une fois arrivé au premier sous-sol. Contournant méthodiquement tout un dispositif très pointu de mesures de sécurité, ils gagnent enfin le troisième sous-sol, où se trouve la collection Zébulon-Phare à proprement parler. On y trouve de nombreuses bibliothèques très remplies et dont le contenu est à l'évidence d'une valeur exceptionnelle, avec d'antiques manuscrits, des rouleaux, etc., mais aussi une belle variété d'incunables, sans même compter les artefacts non livresques, dont les sculptures, des tableaux, des instruments de musique, des armes, etc., également nombreux et presque intimidants, tant ils respirent l'ancienneté, la rareté et la singularité. Tout cela est étrangement organisé. Au premier abord, on pourrait trouver cela anarchique, mais le classement est en fait pertinent et très méticuleux. On y trouve enfin des espaces de travail savamment agencés, tables, bureaux, pupitres. Il n'y a bien sûr personne en dehors de Veronica Sutton, de Trevor Pierce, de Harold Colbert et de Randolph Coates. Et le silence a quelque chose d'oppressant. L'avocat s'était visiblement déjà entretenu avec le professeur, car sans un mot, il conduit le petit groupe dans un espace un peu séparé du reste, ce qui implique d'abord de passer par un couloir assez long, offrant l'accès à une chambre forte dont la porte blindée est très impressionnante. Ils ne s'y arrêtent pas cependant et poursuivent jusqu'à une autre pièce au bout du couloir, très sécurisée elle aussi, même si pas de manière aussi flagrante, et c'est le saint des saints de la collection Zébulon-Phare. Un espace de travail abritant les pièces les plus précieuses de l'ensemble. Les bibliothèques sont beaucoup moins denses, mais pas moins fascinantes à ce stade. De même pour les vitrines abritant des artefacts. Et tout cela est surmonté d'un portrait de Zébulon-Phare lui-même. Randolph Coates se tient debout à côté de la porte. De toute évidence, même s'il va se faire discret et ne pas empiéter sur leur travail, il ne va pas quitter la salle tant que les investigateurs s'y trouveront. Il adresse un signe de tête au professeur Harold Colbert. À lui de prendre le relais, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Le théologien a visiblement ses habitudes ici et se rend de lui-même à l'endroit qui les intéresse. Il n'est pas intimidé par la collection, pourtant une certaine émotion se lit quand même sur ses traits. Il conduit Veronica Sutton et Trevor Pierce à une table avec 3 chaises, et sur la table a été disposé un livre spécialement tiré des rayonnages, le manuscrit espagnol originel des mythes des chamans du Grizzly Rumsen. Et, justement, au-dessus de la table, on trouve un autre portrait, celui de Pedro Maldonado lui-même. Harold Colbert invite Veronica Sutton et Trevor Pierce à s'installer. Vous lisez l'espagnol ? Pas la psychiatre. Le journaliste baragouine quelques mots suffisamment pour se débrouiller à l'oral avec ses contemporains san-franciscains, mais il doute de pouvoir se débrouiller avec un manuscrit de la fin du XVIIIe siècle. Dans ce cas, le professeur va les assister dans leurs recherches et faire office de traducteur. Mais il précise qu'il les a aussitôt conduits devant cet ouvrage précisément parce qu'ils avaient eu l'occasion d'en discuter. À l'évidence, la collection regorge de ressources très diverses. S'ils ont d'autres sujets de recherche, qu'ils lui en parlent et il fera en sorte de les guider dans les trésors de la collection Zébulon-Phare. Mais, déjà, des pistes concernant cet ouvrage en particulier ? Oui. Veronica veut en apprendre davantage sur l'esprit de la colline et les fantômes qui marchent. Trevor a du mal à formuler sa requête, mais il souhaiterait en apprendre davantage sur un lieu atemporel, une dimension parallèle peut-être, en lien avec les chamans du Grizzly. Le théologien parcourt avec les investigateurs les pages de Mythes des chamans du Grizzly Rumsen en leur traduisant à la volée certains passages. Par exemple celui-ci dans le chapitre 18. Les tribus Costanoan, Miwok et Olon de la Bay Area savaient toutes que les chamans du Grizzly pratiquaient leur rite à un endroit nommé depuis Pebble Hill, et que cet endroit était la source d'entités maléfiques, gigantesques et terribles. Ces entités volaient les esprits de ceux qui pénétraient sur leur territoire, même si ces phénomènes ne survenaient que durant des laps de temps très courts, habituellement tous les 3 à 8 ans. Les chamans du Grizzly, qui vénéraient les entités de Pebble Hill, pouvaient invoquer ces êtres terrifiants connus sous le nom de clés et de portes. En outre, ils étaient immunisés à la maladie associée au site maudit, provoquant la dégénérescence du corps et de l'esprit. Là, ils levaient leurs couteaux de métal pur et appelaient des démons terribles qu'ils appelaient les fantômes qui marchent, qui pouvaient les faire voyager entre la terre et le royaume des entités. On disait alors que le seul moyen de contrer la malédiction était de pénétrer volontairement dans ce royaume et d'y trouver la piste menant à la source, laquelle montrait le chemin du retour. Le professeur Harold Colbert laisse à Veronica Sutton et Trevor Pierce le temps de digérer les informations, mais ne retient pas quelques marmonnements indistincts de temps à autre. La psychiatre a remarqué qu'il a tiqué quand il leur a traduit les noms de clés et de portes. Trevor demande si la maladie évoquée pourrait être la noire démence. Le terme n'existait sans doute pas à l'époque, mais cela y ressemble, oui.
et cela recoupe les informations fournies par le professeur Charles Smith à Berkeley. Veronica constate que le texte correspond bien à son interrogation sur des entités surnaturelles, mais elle a du mal à faire la distinction entre ces créatures. Le professeur Colbert pense pouvoir la renseigner. Il a traduit assez littéralement le texte de Maldonado, mais il pense que le moine s'est trompé en distinguant deux entités qui seraient clé et porte. D'autres sources, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, permettent de supposer que les deux termes s'appliquent à une même entité. Au-delà, il y a une sorte de principe hiérarchique, après tout guère surprenant dans quelque panthéon que ce soit. C'est un peu comme Satan et les démons à son service. Clé et porte dominent, les fantômes qui marchent obéissent. Mais l'analogie judéo-chrétienne a ses limites, il ne l'emploie ici et à regret que par facilité. On peut en retenir que les fantômes qui marchent sont inférieurs, des sortes de monstres, et assez fondamentalement stupides, tandis que l'entité clé porte un caractère divin et supérieur. Veronica remercie le professeur pour ses explications. Maldonado a-t-il livré une description physique de ces créatures? Pas clé et porte, non, mais c'est le cas pour les fantômes qui marchent, même si le livre ne comprend pas d'illustrations les concernant. Ces êtres monstrueux ont des formes éventuellement changeantes, mais quelques caractères demeurent, une macrocéphalie prononcée, et surtout des membres très longs, avec des doigts très longs également, se prolongeant griffes encore plus longues. De vraies créatures de cauchemar. La psychiatre demande ensuite à Harold Colbert s'il sait quel est cet endroit qu'il a désigné en anglais par Pebble Hill, la colline du caillou en gros. Le livre de Maldonado n'est pas très précis à cet égard, mais les investigateurs avaient parlé du Tenderloin, et le professeur croit que ça correspond parfaitement. Trevor est méditatif. Des créatures extraterrestres? Harold Colbert suppose que l'on pourrait les envisager ainsi, oui, mais précise, pas comme dans ces pulps, vous savez. Il ne s'agit pas ici d'êtres en provenance d'une autre planète. Voyez ça plutôt comme, oui, une sorte de dimension parallèle. Le théologien s'interrompt mais reprend très vite. Et encore, ce n'est pas vraiment cela non plus. Vous voyez, c'est tout le problème avec cette entité clé et porte. D'une certaine manière, elle implique par elle-même toutes les potentialités, dans le temps comme dans l'espace, et pas un unique endroit différent. Mais le journaliste a autre chose en tête. Au vu des centres d'intérêt particuliers du professeur, est-ce vraiment un hasard si son fils Jonathan s'est retrouvé à rêver de pareils mondes et créatures? Je me suis posé la question, monsieur Pierce. Il est possible qu'il y ait un lien, que mes activités, mes recherches aient influé sur le cours des événements, mais je n'ai pas de certitude à cet égard. En effet, d'une certaine manière, ça supposerait une intention, et même une intention maligne. Or, je ne crois pas que ça se joue à ce niveau-là. Pas avec pareilles entités qui sont bien au-dessus de ce genre de préoccupations. Mais je me rends bien compte en vous en parlant que ces entités, que j'envisageais de manière abstraite, disons, semblent bien opérer sur Terre via des agents intermédiaires humains. Et du côté de ces derniers, les intentions malignes sont bel et bien envisageables. Le professeur Harold Colbert s'interrompt à nouveau. Puis, croyez-vous en la magie? Trevor Pierce lui répond que oui. Pas Veronica Sutton, même si elle suppose que ce monde renferme bien des choses inexplicables par la science actuelle, qui peuvent dès lors passer pour de la magie. Je ne pouvais pas espérer meilleure réponse. Le théologien explique que c'est ce qui fait des mythes des chamans du Grisdirumsen un livre dangereux. S'il se contentait de rapporter du folklore, il ne différerait guère de 99% des travaux d'ethnographie, du rameau d'or de Fraser à ces innombrables monographies que personne ne consulte jamais et qui abondent dans les sociétés d'histoire locale. Comme ces ouvrages, il ne présenterait aucun caractère menaçant. Mais voilà, il contient des sorts. Pedro Maldonado s'était renseigné avec une grande méticulosité sur les rites des chamans du Grizzly, même en passant par l'intermédiaire des Olon ou des Miwok. Il a ainsi consigné des sortilèges avec suffisamment de précision pour qu'on puisse les apprendre et en faire usage. Mais c'est aux investigateurs de voir s'ils souhaitent les apprendre ou pas. S'ils le lui demandent, le professeur Colbert leur traduira ces passages avec toute la précision nécessaire. Veronica lui demande s'il les a lui-même appris. Le théologien répond que c'est le cas pour un des deux. Il y en a un qui a pour objet à la fois d'invoquer et de congédier l'esprit de Pebble Hill. L'autre permet d'invoquer et de contrôler un fantôme qui marche. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Il y a quelques années, je m'étais appliqué à apprendre ce dernier sortilège, mais je n'ai même jamais simplement envisagé d'apprendre l'autre. Il est beaucoup trop dangereux. Trevor prend la chose à la blague. Vous voulez nous envoyer dans une autre dimension? Mais le professeur est mortellement sérieux. Si vous comptez mener cette enquête à terme, je ne garantis pas que vous puissiez éviter de vous retrouver dans des endroits fort étranges et dangereux.
journaliste et perplexe, il adresse un regard inquiet à Véronica qui ne se prononce pas pour l'instant. Mais le professeur Harold Colbert s'adresse justement à Véronica Sutton. Vous connaissiez déjà le nom de Fantôme qui marche avant de venir ici, et je vous sais lectrice d'ouvrages anthropologiques, dans une optique éventuellement comparatiste. Ces désignations sont propres aux Indiens de la région, mais vous ne serez pas surprise d'apprendre que ces mythes correspondent à d'autres de par le monde qui peuvent les éclairer sous un jour différent. C'est pour partie l'objet de mes recherches, ainsi de ce symbole des anciens, ce pentagramme que l'on retrouve aussi bien en Égypte, en Chine, que sais-je. Ces fantômes qui marchent semblent correspondre à ce que l'on appelle ailleurs des vagabonds dimensionnels, terme sans doute moins poétique, mais plus évocateur. Quant à l'esprit de Pebble Hill, je n'ai pas de certitude à cet égard, mais l'association des termes clés et porte m'évoque une autre désignation. Avez-vous entendu parler de Yog-Sothoth? La question fait sursauter Véronica. Ce nom figurait dans la retranscription d'un entretien avec une victime de la noire démence que le docteur Hadley Barrow leur avait fait lire au Napa State Hospital. Elle explique au professeur dont les traits se durcissent. C'est ce que je redoutais. Le professeur se lève, parcourt les rayonnages environnants et en sort un livre qu'il ouvre à une page précise et soumet aux investigateurs. Yog-Sothoth est la porte, et Yog-Sothoth est la clé de la porte. Yog-Sothoth est l'espace et le temps. Yog-Sothoth, plus que tout, est le point où les dimensions se rencontrent. Ceux qui connaissent Yog-Sothoth se perdent là, car Yog-Sothoth les attire et les emprisonne à jamais parmi ses courbes fugitives et ses sphères changeantes. Vous voyez ce qui est dit à propos de la clé et de la porte, du temps, de l'espace. Puis le professeur Harold Colbert va chercher un autre ouvrage encore. Celui-ci est intéressant aussi. Je suppose qu'il peut faire sens eu égard aux questions que vous vous posiez. Yog-Sothoth possède un noyau où les dimensions se rencontrent et où des transformations peuvent prendre place. Cependant, il arrive que la transformation ne soit pas toujours complète, et nous restons alors prisonniers des deux mondes. Être fragmenté dans deux mondes est un enfer encore plus grand que d'être entièrement déplacé dans une dimension que l'on n'a pas choisie. Trevor Pierce est très perplexe. Le livre de Maldonado semblait dire qu'il fallait se rendre dans cet autre monde pour en revenir, mais ces autres documents donnent bien davantage l'impression d'un voyage sans retour. Harold Colbert lui répond « C'est assurément un risque. Il existe des rites, des protections, mais sans doute inutiles en pareil cas. Le symbole des anciens ne serait d'aucune utilité ici. » Mais faut-il comprendre que Jonathan Colbert se rend dans ce monde quand il rêve et en revient au réveil? Demande Trevor Pierce. C'est possible, oui. Le professeur Colbert rappelle au docteur Sutton qu'ils avaient évoqué la question de cette épidémie de rêve qui avait eu lieu durant le printemps 1925 et qui affectait tout particulièrement les artistes tels Jonathan. La psychiatre s'en souvient très bien. À cette occasion, quelques rares études avaient fait mention d'entités assez comparables à Yog-Sothoth. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais on avait parlé de Cthulhu dans sa cité engloutie d'Hurley. L'épidémie a cessé brusquement et on y est plus revenu. Dans votre profession, Madame Sutton, personne n'a bien compris de quoi il s'agissait. Mais ces noms, ces phénomènes, n'étaient pas inconnus d'autres chercheurs, dont le professeur Harold Colbert. Et ce thème d'entités pénétrant les rêves de certains individus et les façonnant n'avait rien d'une surprise pour un petit cercle d'initiés. Via ces rêves, ces entités pouvaient amener leurs victimes à faire certaines choses. Le professeur Harold Colbert s'interrompt. Il semble mûrement réfléchir à ce qu'il va dire. Puis, il y a un autre livre, le plus dangereux de tous. Il pourrait vous apporter quelques éclaircissements, je pense. Le professeur demande aux investigateurs s'ils souhaitent avoir accès à ce livre, mais il insiste sur les dangers que cela représente pour la santé mentale tout particulièrement. Il peut leur en traduire quelques passages sélectionnés toutefois, à moins qu'ils ne lisent eux-mêmes le latin. Véronica Sutton a un niveau relativement correct, mais l'aide du professeur sera sans doute la bienvenue. Mais il faudra sans doute préparer le terrain, de toute façon. Le professeur explique qu'il s'agit d'un livre fort ancien et très rare. De cette édition en particulier, on ne connaît que 4 exemplaires de par le monde. Que la collection Zébulon Phare dispose d'un de ces volumes n'est pas pour rien dans sa réputation comme dans sa valeur. Le titre originel de ce livre était Al-Azif. Il avait été écrit vers 730 par un arabe dément du nom d'Abdullah al-Asred. Le livre a été traduit en grec par Théodore Philétas vers 950, qui lui a donné le titre sous lequel il est passé à la postérité, le Necronomicon. Tous les exemplaires des versions arabes et grecques ont disparu. La plus vieille édition existant encore est la traduction latine par Olaus Formius datant de 1228, et c'est cette version que l'on trouve dans la collection Zébulon Phare.
Mais comprenez bien que c'est littéralement un livre qui rend fou. Il contient des révélations, mais à ne pas entendre au sens chrétien, c'est dans notre ordre. Il s'agit de chambouler toutes les perspectives, en particulier en ce qui concerne la place de l'homme dans l'univers. Abdul al-Azred avait compris cette chose que les croyants, quels qu'ils soient, ne peuvent tout simplement pas accepter, que l'homme n'est pas au centre de l'univers. Pire, qu'il n'a absolument aucune espèce d'importance, et qu'il n'a aucune idée du monde dans lequel il vit. Le livre peut en donner une idée, et cela peut s'avérer fatal. Solennellement, le professeur Harold Colbert répète sa question. Veulent-ils travailler sur ce livre? Veronica Sutton est très étonnée par ce discours, et connaît un sursaut de rationalisme. Le professeur serait-il complètement fou? Impossible de le déterminer. Mais le temps employé par Harold Colbert n'a rien de celui d'un illuminé. Pense-t-il vraiment qu'ils trouveront des choses utiles dans ce livre? Oui. De quoi guérir la noire démence? Probablement pas. Il craint que ce soit trop tard. Les personnes affectées ne s'en remettront jamais. Avec une chance incroyable, peut-être pourrons-nous éviter que cela se produise encore à l'avenir. Mais cela n'a rien de certain, absolument rien. Veronica demeure perplexe. Elle adresse quelques regards interrogatifs à Trevor Pierce, qui est tout aussi sceptique, et qui en outre a de plus en plus de mal à se concentrer. Il est malade après tout. Et il a bien relevé que le professeur disait concernant l'impossibilité de toute guérison. Mais Veronica et lui finissent par acquiescer. Le professeur Harold Colbert invite donc Trevor Pierce et Veronica Sutton à sortir de la pièce où ils se trouvent, et, accompagné de Randolph Coates, toujours très discret, il les conduit à la chambre forte aperçue dans le couloir. Le professeur et l'avocat effectuent ensemble toute une procédure complexe et chronométrée pour ouvrir la lourde porte blindée, d'une épaisseur incroyable. Elle donne sur une petite pièce totalement dénuée de la moindre décoration, et au fond de laquelle se trouve un bureau, avec un unique livre dessus, qui y est enchaîné, le Necronomicon. Le professeur Harold Colbert, visiblement ému, invite ses compagnons à s'asseoir et feuillette le précieux grimoire à la recherche d'un passage qui, suppose-t-il, devrait intéresser Veronica Sutton et Trevor Pierce. La psychiatre pourrait essayer de lire d'elle-même le texte en latin, mais pour l'heure, elle préfère laisser au professeur le soin de traduire. Il ne faut point croire que l'homme est le plus vieux ou le dernier des maîtres de la terre, ou que la masse commune de vie ou de substance soit seule à y marcher. Les anciens ont été, les anciens sont, et les anciens seront. Non dans les espaces que nous connaissons, mais entre eux. Ils vont sereins et primordiaux, sans dimensions et invisibles à nos yeux. Yog-Sothoth connaît la porte. Yog-Sothoth est la porte. Yog-Sothoth est la clé et le gardien de la porte. Le passé, le présent, le futur, tous sont un en Yog-Sothoth. Il sait où les anciens ont forcé le passage jadis et où ils le forceront de nouveau. Il sait où ils ont foulé les champs et la terre, et où ils les foulent encore, et pourquoi nul ne peut les voir quand ils le font. À leur odeur, les hommes peuvent parfois connaître qu'ils sont proches, mais de leur apparence aucun homme ne peut rien savoir, si ce n'est sous les traits de ceux qu'ils ont engendrés chez les hommes. Et de ceux-ci sont plusieurs espèces, différentes par leur figure, depuis la plus véridique eidolon de l'homme à cette forme invisible et sans substance qui est eux. Ils passent, nauséabonds et inaperçus, dans les lieux solitaires où les paroles ont été prononcées et les rites ont été hurlés tout du long en leur temps. Leur voix jargonne dans le vent, et leur conscience marmonne dans la terre. Ils courbent la forêt et écrasent la ville. Pourtant, ni forêt ni ville ne peuvent apercevoir la main qui frappe. Kadat les a connus dans le désert glacé. Et quel homme connaît Kadat? Le désert de glace du sud et les îles englouties de l'océan renferment des pierres où leur sceau est gravé, mais qui a jamais vu la ville au fond des glaces et la tour scellée festonnée d'algues et de bernacles? Le grand Cthulhu est leur cousin. Encore ne les décerne-t-il qu'obscurément. Ya Shemnigorat. Vous les connaîtrez comme une abomination. Leur main est sur votre gorge, bien que vous ne les voyiez pas, et leur demeure ne fait qu'un avec votre seuil bien gardé. Yog-Sothoth est la clé de la porte, par où les sphères communiquent. L'homme règne à présent où il régnait jadis. Ils régneront bientôt où l'homme règne à présent. Après l'été, l'hiver, et après l'hiver, l'été. Ils attendent, patients et terribles, car ils régneront de nouveau ici-bas. À suivre.